Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour Franck. Bonjour Finger Pilote, comment vas-tu? Très bien, et toi? Tu as vu cette voix douce? Non, ça va bien. Le Grand Prix m'a bercé dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Très bon sens du terme. Et oui les amis, quel beau Grand Prix. Qui l'eût cru, un Grand Prix de Bakou incroyable. Franchement, j'ai passé un moment fabuleux sur mon canapé. Et toi? Ouais. Moi, j'ai pas touché mon téléphone du Grand Prix. Ouais, Pas touché. j'ai vu, je t'envoyais Tu pas as mal de remarqué, messages, voilà. tu me répondais pas. En fait, pour ceux qui savent, on est toujours en communication. Quel chroniqueur, et tout, franchement. Et non, le Grand Prix, il était captivant. J'ai pas touché mon téléphone jusqu'au bout. Jusqu'au moment du fameux crash. Oui. Parce que là, il était temps de faire un peu du désordre sur les réseaux sociaux. Ouais. Comme on dit souvent, Pérez doit toujours laisser sa signature au coin de la feuille. Toujours. Ouais. Les amis, on n'a pas encore pris parti, ce n'est que l'introduction les amis. Écoutez les amis, pour ce débrief du Grand Prix de Bakou, on a tellement de choses à balayer. Ouais. Nous vous remercions d'être toujours avec nous, de toujours nous soutenir les amis, pour cette émission La Formule on en parle. Votre meilleure émission, La Formule 1 en fait, je crois. Tu partages Non, moi je partage dans mon objectivité totale. Non, ok. Totale. Donc on connaît très bien. Ouais. Les amis, vous êtes 40%, je dis bien 40% à suivre nos vidéos sans vous abonner. Ça ne coûte pas cher les amis, on lève un tout petit peu le doigt, on clique, on like, on s'abonne, on partage la chaîne aux collègues, c'est gratuit, ça nous fait énormément plaisir, énormément de bien pour le référencement de la chaîne. Et ouais, ça fait découvrir en fait la chaîne à ceux qui ne la connaissent pas. Exactement. C'est important. Et puis, quelque part, vous êtes généreux. C'est de la générosité aussi. La générosité sans que votre portefeuille ne souffre, donc comment dire non en fait? Allez, let's be generous. Les amis, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Parce que la Formule 1, tout comme le plateau, la Formule 1 en parle, on est pressé. Ouais. On est pressé. Ça On va est très taillé vite. aérodynamiquement. Bah oui. Petite veste coupée, tel un Congolais. Un sapologue. Un sapologue, Un sapologue. Les amis, on va aller très vite. Très rapidement, le sommaire. Ouais. Un petit warm-up, les amis, pour se mettre en jambe, pour entrer dans l'émission. Adrien Newey rejoint l'armée de Laurent Stroll. Les amis, on a fait un très beau short, mais Oui. vraiment un très beau short de 1 Une minute minute chrono. 60 secondes, top chrono, pour parler d'Adrien Newey. Si vous n'avez pas regardé, les amis, allez vraiment cliquer et je vous avoue, vous ne serez pas déçus du voyage. Petit 1, les amis, Piastri Maestro. Évidemment, pas mal pour un numéro 2. Si vous avez la ref, dites-nous en commentaire. On rappellera la rêve dans à peu près 3 minutes, mais là vous avez encore le temps d'aller montrer que voilà, ne Ouais. trichez pas. Ne trichez pas. Et le dernier point, les amis, la Formule 2. Mais quel vivier de talent. Ouais. Quel vivier de talent. Un vivier incroyable de jeunes. Mais sous-exploité. Ouais. Sous-exploité. Ils nous l'ont encore rappelé pendant le Grand Prix et on va en discuter. On va discuter. Et bien évidemment, vous avez forcément regardé les résultats du Grand Prix sur la gauche. On a essayé de rappeler quelques scores quand même qui sont incroyables. Colapinto et Olivier Berman dans les points. On va en parler tout au long de l'émission. Ouais. La victoire incroyable d'Oscar Piastri. Sa première vraie victoire pour dire ainsi. Exactement. Charles Leclerc. Brillant, mais... On en parlera. Oui, On en parlera. oui. Pas de teaser. Pas de Pas de teaser. Donc voilà. Et puis Georges Russell, le fameux... bah oui, un homme qui a énormément de chattes, les amis. Ouais. Bah, je crois qu'il devrait se lancer au loto. Je pense qu'il y a une chance. Je pense qu'il devrait plutôt embaucher un détective privé pour surveiller madame. Pourquoi? La chance, c'est ceux qui ont la ref aussi. Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire. Les amis Sherlock et Watson sont prêts à débriefer, les amis. Dites-nous également en commentaire qui pourrait être Sherlock et qui, de façon élémentaire, serait Watson, les amis. Ouais. On aimerait avoir votre avis, ça peut être intéressant. Allez, c'est parti pour le warm-up. Adrien Newey, les amis. L'un des meilleurs, si ce n'est l'ingénieur le plus victorieux Non, de ne lui fais l'histoire pas, de ne la lui fais Formule pas, 1. ne lui fais pas cet affront. C'est le meilleur. Ah. Le meilleur ingénieur. Je peux me permettre d'avoir un peu de doute. Non, Le non, doute non, m'habite. Non, non. Non, pas du tout. Il n'y a pas de doute sur ce point-là. Ok. Les amis, c'est quand même une arrivée incroyable. Aston Martin est-elle l'écurie du futur? On rappelle, hein, si vous n'avez pas suivi l'actualité depuis très longtemps, Aston Martin, c'est une nouvelle usine à la pointe de la technologie qui est en construction. Ouais. 2026, l'arrivée de Honda, un très grand motoriste, on rappelle ça avec Honda. Motoriste indépendant qui va travailler que pour Aston Martin. Il ne travaille que pour Aston Martin. Avec un ingénieur Adrien Newey qui a déjà travaillé avec Honda.
qui connaît très bien l'architecture du moteur pour s'intégrer dans cette voiture. Mais les choses s'emboîtent comme un puzzle, les amis. Un bataillon d'ingénieurs qui arrive, recruté de tous bords, le budget de Picsou. Picsou, il balance, Eric Herbe. En fait, les sous-fifres d'Adrian Newey ont été des directeurs dans d'autres écuries. Exactement. C'est pour vous dire à quel point c'est un bataillon, sont les Avengers. Les Avengers, pilotés par... Monsieur Stroll. Mon Xavier. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette arrivée de Newey chez Aston Martin? Je pense, franchement, bon, quand on a vu le package du monsieur, voilà, on est tous un peu salariés, employés de quelqu'un. Il y a des packages qui ne se refusent pas. Mais limiter son choix uniquement à l'argent, ce n'est pas comprendre tous les éléments que tu viens de présenter. Tu crois? Je pense qu'en 2026, il n'y a pas, pour un ingénieur, pour un directeur technique, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux mieux t'exprimer qu'Aston Martin. Tu as parlé de l'usine, tu as parlé des ingénieurs. Tu as un vrai challenge avec un homme qui est prêt à mettre tous les sauts que tu veux si tu le fais gagner. Donc, pour moi, beau défi, il y avait le défi Ferrari en face. Sûr. Ouais, aller faire regagner la Scuderia, c'est le plus beau défi de la F1 actuellement. Mais en deuxième défi derrière, je pense qu'Aston Martin, avec ce que ce grand monsieur que j'ai appris à aimer, à respecter, monsieur Stroll, est en train de mettre en place, pour moi, on peut être vraiment, vraiment sur l'écurie du futur, comme l'a déclaré Alonso. Mais j'ai envie de dire quand même, Newey n'est pas si jeune que ça. Oui, 65 ans. C'est pas un mec qui a 50 ans qui se dit je me lance dans un nouveau défi, j'ai encore pas mal d'années. Il a quand même 65 ans. On peut dire qu'à 65 ans, on n'est plus si jeune des neurones, quoi. Ils ont déjà tourné pas mal, sachant qu'il a beaucoup travaillé. Williams, Red Bull, etc. Il a fait des voitures victorieuses. Donc ces neurones peuvent aussi être un peu fatigués. Mais après, c'est pas lui qui va faire le plus gros travail. Tu vois, c'est un directeur technique. Il est au-dessus, il organise, il s'assure que ça travaille de façon efficace. Il est un peu super consultant aussi. Ça va, il a Fallows, il a Greg Blandin, il a Simone Cardile de Ferrari. Et il reste plus que moi en secrétaire et franchement, on a l'équipe type. On a l'équipe type, quoi. L'équipe idéale. Mais là où moi je veux t'emmener, c'est j'aimerais parler un peu de monsieur Stroll. Ce monsieur, pour moi, ce monsieur, il est venu, en fait, tout le monde pensait que la F1 commençait à prendre de la hype. Tout à fait. Et on s'est dit, voilà, ce gars, il est venu pour faire son argent et partir. Ce qu'il est en train de faire, pour moi, c'est un directeur qui respecte l'institution, qui respecte la Formule 1. Il se donne les moyens de réussir. Ça peut flop. L'Aston Martin de 2026 puis 2027 peuvent être des flops, mais on va pas s'asseoir comme avec Alpine, comme avec As et se dire ils n'ont rien fait. Ce gars, c'est qu'il met en place... peut-être tous les moyens aussi de Picsou. Oui, mais Alpine quand même, ça reste le gros Bruno. Oui, mais ça reste aussi justement une écurie, une entreprise qui est basée également sur des véhicules tout tourisme. Néanmoins, bon, c'est un petit tigre gratuit, mais ce que je veux dire quand même, c'est que là, ce qu'il est en train de mettre en place, si on prend la jeunesse de Force India, Racing Point, il achète Aston Martin, il ramène Aston Martin en Formule 1, et là, il est en train de faire un vrai projet, booster ses assets pour aller enfin s'offrir un titre. Il a un tendon d'Achille. Le fameux tendon d'Achille. Les amis, la question est très importante. On aimerait réellement que vous nous répondiez. Est-ce que vous pensiez que Lawrence Stroll va continuer dans un romantisme incroyable, père-fils, et se priver de la possibilité d'avoir un duo de pilotes gagnant qui peut rapporter à la fois le championnat constructeur et le championnat pilote? Les amis, quel est votre avis à ce sujet? Est-ce que Lawrence Stroll va tuer le fils? C'est ça. Est-ce qu'il va tuer le fils? Toi, c'est quoi ton avis à ce sujet? Pour moi, en fait, le père Stroll, il me fait penser au père d'Hamilton. Je pense qu'il veut même plus voir son fils être champion du monde que son fils le veut. Donc pour moi, tant que Lance va vouloir continuer, il aura sa place. On ne voit pas Lawrence le dégager. Je ne vois pas. Je pense que donc, malgré les ambitions affichées, malgré tout l'investissement, on se dit que le fils, quand même... On le met quand même à côté de Fernando Alonso. Et puis, il y a des rumeurs, paddock, qui disent qu'il y a des négociations. Max Verstappen. Max Verstappen ne vient pas pour être à côté de Stroll, sinon c'est un Red Bull bis qu'on fait. Tant que lui, la voiture est compétitive, qu'est-ce qu'il en a clairement à faire quelque part, on va continuer à saquer son fils aussi. Enfin, c'est son fils. Oui, mais son fils signe les feuilles de paye, donc Max n'a qu'à bien se tenir en fait. Max aussi il est venu pour gagner. On n'est pas d'accord, mais en tout cas, moi j'attends de voir qu'il tue le fils. Mais il a eu tellement d'occasions de le dégager, il ne l'a pas fait, que je me dis là,
Je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce qui a changé? Adrien Newey. Ok, allons-y alors. Voilà. Les amis, on est parti pour le premier enseignement. Piastri, pas mal pour un numéro 2. Tu nous rappelles la ref? Mark Webber gagne avec Red Bull, dont Mark Webber était le numéro 2 de Sebastian Vettel. Sébastien Vettel. Et il allume sa radio et nous sert un Not bad for a number 2. Oui. Donc pas mal pour un numéro 2 qui a été apprécié par forcément de Horner et des autres. Pas du tout. Le débat est toujours assez houleux. Norris, Piastri, qui est numéro 1, qui est numéro 2. On a un ami très proche qui, justement, Piastri, c'est... Ouais, c'est son. Il a tendance à dire qu'on... Il a ouvert le culte de sous-estime Piastri avant même que Piastri soit été champion du monde. Il y a le pasteur du culte. Les amis, je sais pas si vous avez l'application, c'est Bet Our Race. Ouais, Bet Your Race. Bet Our Race. Je fais pas de pub, mais je pense que dans notre groupe d'amis, il a été le seul à imaginer qu'Oscar Piastri allait passer devant Charles Leclerc. C'est pour vous dire à quel point le mec est vraiment fan. Dites-nous en commentaire, les amis, quel est votre niveau de fanatisme de Oscar Piastri? Est-ce Norris qui est surcoté? Et au final, on néglige Oscar Piastri qui arrive bientôt près de Norris. Il y a quand même il reste un écart quand même de 32 points. Hein. Oui. 32 points entre Piastri et Norris. Il y a encore quelques courses devant. À voir si Piastri s'impose effectivement. Mais bon, ce serait dommage que Norris n'ait pas cet avantage tant vendu par McLaren. Ouais. Dans tous les cas, les amis, dans cette course, Piastri a fait preuve de froideur, comme d'habitude. D'habitude, oui. Comme d'habitude. Un pilote sec, net. Mais avant que tu parles de Piastri, moi, j'aimerais te lancer sur un sujet. Charles Leclerc. Ouais. Les amis, excusez ma discrétion, mais c'est obligé. Est-ce que Charles Leclerc s'est comporté comme le pilote d'expérience qu'on attend à ce fameux premier virage, avant que Piastri ne dépasse? Non, pour moi, en fait, j'ai été très très surpris par ce déplacement de Piastri. Ouais. En fait, il y a une certaine distance à partir de laquelle, quand tu remarques bien les pilotes, ils ne vont pas totalement défendre, mais ils vont au moins se mettre au milieu de piste. Tout à fait. Pour dire, je vois que tu es en train d'arriver, ne pense même pas à plonger. Et Piastri commençait justement à mettre ces distances-là, il était là à 10 mètres. Et Charles Leclerc, il dit en interview, j'ai freiné où je freine d'habitude, sachant que les pilotes ne freinent jamais tard en rythme de course. Donc, il a fait son freinage sénateur, son point de freinage sénateur. Il a donc permis à Piastri de faire cela. Moi, j'étais très surpris que Leclerc, en voyant dans ses rétros, ne fasse pas de petit coup à gauche de voilà, je me mets en milieu, calme-toi fiston. Et il a joué vraiment léger. Ça me surprend d'un gars comme Leclerc qui est rugueux quand même dans ses attaques et ses défenses. Est-ce que quelque part, ce n'est pas, j'ai envie de dire, cette amitié qu'il y a entre les pilotes? Ils sont jeunes, ils sont ensemble à Monaco, ils vivent la vie ensemble, ils font du sport ensemble. Il y a une certaine amitié, une certaine proximité qui fait que peut-être qu'en piste, ils ne roulent pas aussi durement que ça. Et il se dit, Piastri, ça va, il va pas plonger. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas, franchement. Je pense que ces gars, une fois qu'ils ont mis le casque, c'est d'autres hommes. Alors c'est bien dommage pour Charles Leclerc. J'aurais voulu lui tendre la main comme ça, mais je trouve quand même que là, c'est un niveau inférieur. Il est vraiment en dessous là. Un Max aurait tout de suite protégé. Oui. Ouais. Ah mais clairement, aurait protégé. Ouais. Un Max Verstappen, c'est une erreur. Je pense qu'il va beaucoup se reprocher directement après la course. Il se l'est reproché qu'il était trop mou. Et même dans ses attaques, tu vois, il n'a pas tenté le freinage à la Leclerc. Tout à fait. Il a eu plein d'occasions. Il aurait pu aller surprendre Piastri. Mais après, faut aussi se dire que entre le 18 et le 0... Oui, mais est-ce qu'il est dans ce genre de calcul à cette étape du championnat? Je crois qu'il est dans ce genre de calcul. Parce que lui aussi, il est sur le podium actuellement du championnat. C'est vrai. Et il est à 19 points de Norris. Ça veut C'est dire que s'il avait gagné à 25 points, il sera à 12 points. À 12 points, ouais. À 12 points de Norris. Ouais. Est-ce que tu imagines? C'est vrai. Lui aussi, il est en train d'aller chercher sa deuxième place. Non, Leclerc fait une très forte saison. Je pense ce graphe qu'on a montré des places de Piastri, on peut faire le même pour Leclerc. Leclerc est absolument constant dans le top 5. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il soit 12 longueurs de Norris, alors que la Ferrari a connu un passage à vide de presque 5 ou 6 GP. Exactement. Quelque part, quand même, on est obligé d'incenser un peu Oscar Piastri, mais il n'a fait aucune erreur. Aucune. Les seules erreurs qu'il a faites, Charles Leclerc les a faites derrière également. Ouais. On se rappelle la sortie en glisse. Exactement. Du dernier virage. Ouais. Il est chirurgical. Ce mec est déjà taillé pour devenir champion. Je te rappelle de ce que j'avais dit quand je m'avais dit là, entre Piastri et Norris, qui sera le plus...
Je t'ai dit, Norris, et je le pense encore aujourd'hui, a le plus de performances sur un tour, Oui. même si Piastri évolue très vite. Mais Piastri a une froideur qui ne s'apprend pas. Tu nais avec pour être champion du monde, il faut être froid. Ce gars, il a eu Leclerc pendant 25 tours dans le DRS. Un seul ou deux windspills, genre un seul ou deux. Voilà, mais j'ai failli même en tomber, tu vois. Oui, j'ai voulu faire le windspin. Incroyable les amis sur ce plateau. Non, vraiment, vraiment. Grandeur nature. Grandeur nature. Mais non, j'ai beaucoup aimé sa course. Beaucoup, beaucoup. Mais j'aimerais te poser une question quand même cruciale. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne regrettera pas d'avoir avantagé Norris en début de saison? On sait qu'il y a eu quelques fois des stratégies qui ont fait que Norris repasse devant Piastri, qui undercut Piastri. Ouais. Sauf quand on regarde finalement la direction que prend Piastri, le graphe réalisé qui montre réellement la tendance de Piastri, c'est jamais au-dessus du top 4, hein. C'est top 4 minimum, maximum. Celui qui a remporté le plus de points cette dernière course également. Voilà. Ouais. Clairement, est-ce que McLaren ne se dira pas, en fait, peut-être Piastri, le nouveau venu, c'est le cheval gagnant? Je pense, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi jusqu'à Piastri, le cheval gagnant, mais pas au point de dire est-ce qu'il faut remettre en question ce qui a été fait avec Norris. Oui. Piastri n'était pas prêt en début de saison. Il faut se rappeler, il n'était pas prêt. Sa courbe de progression est assez incroyable. Et là, tout est fait pour que 2025 soit l'année peut-être de l'éclosion de Piastri. On espère, hein. On espère, mais je pense que là, pour le moment, et je continuerai même à avantager Norris, parce que pour moi, Norris est celui qui est en meilleure position. Non. Pour essayer il faut d'aller continuer gagner. à avantager. Oui. Mais on peut regretter de ne pas avoir avantagé éventuellement Piastri, qui aurait pu également être à la position de Norris aujourd'hui. On dit bien. Ouais. Quand tu vois le Il y début a 32 points d'écart. Il y a 32 points. 32 oui. points d'écart, c'est peut-être 4-5 grands prix où on l'a avantagé. Et... Mais avant l'Autriche, franchement, il n'y avait pas beaucoup de signaux qui te feraient croire que Piastri allait prendre une telle dimension aussi vite. C'est aussi vrai, ça. Je peux te l'accorder. Merci. Je peux te l'accorder. Non, je suis Sherlock. Ce sont les téléspectateurs qui nous le diront. Okay. Alors, on peut pas quand même regarder que la course de Piastri. Moi, je regarde quand même celle de Norris. Oui. Excellente. Parfaite. McLaren a déroulé une stratégie, je dirais presque parfaite. Presque. Le presque pour moi, c'est... La qualif. Non, il peut pas contrôler... Tu peux pas contrôler un drapeau jaune. Le presque parfait, c'est que je pense que Norris aurait pu prendre seul. Si on l'avait pité un peu plus tôt. Oui, 3 tours plus tôt. Ouais. Surtout qu'avec les réservoirs moins vides, si les autres ont réussi à faire 17 tours sur les médiums, franchement, il avait les 17 ou 20 tours. Là, il a fait 14 tours. Il est rentré au tour, je pense, 41 ou 40. 40, ouais. Voilà. 50. Non, 51. Non, au tour 38, 51. Ouais. Donc oui, 13-14 tours. Je pense qu'ils étaient trop focus sur Max. Il avait largement de quoi passer Max et aller chercher Russell, je suis d'accord. Exactement. Ils ont trop voulu ralentir Max. Comme je disais, tu n'as pas répondu, mais ma stratégie, c'était... Piastri était en mission, Norris était en mission, détruire les pneus de Max, en fait. Oui. Lui laisser derrière, détruire ses pneus. Comme ça, quand je reviens... je le tape. Voilà, une fois, je traverse. Donc, stratégie vraiment très bien déroulée. Norris part 15e, il finit devant Max Verstappen. Je ne sais pas si, les amis, vous avez souvenir d'un pilote qui part aussi loin et qui dépasse Max Verstappen. On parle de Max Verstappen dans sa Red Bull. Le dernier, c'était Hamilton au Brésil. C'est le dernier qui part d'un rang à 2 chiffres et qui vient battre Max qui partait de la pole. Exactement. C'est dire à quel point... Waouh. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais la performance, et avant ça, il y a beaucoup qui oublient, mais avant ça, il joue un rôle prépondérant sur le fait que Piastri ressorte devant Perez. Tout à fait. Ça, c'est une chose qu'on oublie beaucoup, mais si il ressort derrière Perez, c'est pas la même course. Hein. Oui. C'est pas la même course. On ne dépasse pas Perez tôt le matin. Hein. Non. Et il le fait. Malgré qu'il est ralenti dans cette de il réussit quand même à gérer son rythme pour gagner. C'est fou. Franchement, moi, je ne suis pas en train d'éteindre la victoire de Piastri qui a mené une course incroyable. Et dire que cette McLaren traite les pneus de façon incroyable. Non, c'est vrai. Les médiums un peu moins, mais sur les durs, c'était nickel. C'était nickel. Norris, je pense que s'il n'y avait pas d'arrêt obligatoire, il pouvait terminer la course. Il finissait la course. Son objectif était il était plus rapide que Max,
qui étaient en dur beaucoup plus neuf. Non, Tout à fait. ils étaient au calme, vraiment. Ah bah, moi, j'ai rien à dire. Tu veux rajouter quelque chose sur le cas Piastri ou on passe rapidement au sujet des rookies? Non, franchement, je vois beaucoup de belles choses, mais ça ne m'excite que pour 2025. Que 2025. Que 2025. Si on se retrouve ici en novembre et que Piastri est champion du monde, je lève les mains. Mais rendez-vous en 2025. Rendez-vous en 2025. Les amis, on vous rappelle quand même que Piastri, à la base, c'était un rookie en Formule 2 qu'il a gagné. Et aujourd'hui, les amis, les rookies sont incroyables. Ils ont un talent de fou. Ouais. On reste quand même tout de même assez surpris de voir à quel point un pilote fait des simulateurs et tout de suite, il est rapide. Tout de suite, il a 3 dixièmes de son équipier. Hein. Et pourtant, tous les vieux de la vieille, des Ricardo, des Hamilton, ils t'expliquent que non, mais vous, l'histoire de simulateur, c'est pas la même chose. On prend Beerman. Vraiment, le cas encore, Colapinto reviendra. Mais Beerman, le gars, il arrive un week-end à Bakou. Il n'y a pas beaucoup de circuits plus durs et plus piégeux que Bakou. Bah oui. Il qualifie au-dessus de Hülkenberg. Excusez-moi du peu. Et il prend les points devant Hülkenberg. Tout à fait. Alors qu'il vient d'entrer dans... C'est fou. C'est fou. Pour ceux qui ne savent pas, Oliver Berman vient également à Jeddah, mais dans la Ferrari. Dans la Ferrari. Il se qualifie 11e et il finit 7e. Donc il gagne des places dans la Ferrari. On dira que la Ferrari était assez rapide à Jeddah. Ferrari était la deuxième. Mais c'était quand même son premier Grand Prix en Formule 1. Deuxième Grand Prix vient dans Il vient avec une as. Une as, il entre dans les points. Il entre dans les points. Bon, certes, il est 10e. Ouais. Bon, c'est grâce à l'accrochage Perez-Sainz, mais... Il a joué avec Hamilton. Il a joué avec Hamilton. Bah oui. Il a joué avec Hamilton. Je crois qu'il se rappellera de ce Grand Prix. Bah oui. Il a fait même mettre un Lewis dans le mur. C'est vrai. C'est vrai. Mais il a beaucoup apprécié. Il a dit Hamilton, c'est un des rares pilotes avec qui, dès qu'il a commencé à bagarrer avec lui, il a dit je faisais l'extérieur sans crainte qu'ils me mettent dans le mur, tu vois. Et que ça, il n'a pas beaucoup vu ça dans sa carrière. On rappelle aux gens qui disent que Lewis Hamilton est un sale pilote. Ah, ça, ce sont les mauvaises foi, mais bon, on peut pas... Mais revenons sur ce vivier. En fait, je ne comprends pas aujourd'hui comment les pilotes jeunes peuvent aussi être détestés, tu vois. J'ai mis un petit détesté par Sauber pour Théo Pourchaire parce que je pense qu'aujourd'hui, Sauber a eu 3 occasions minimum de mettre Pourchaire dans la voiture. Oui. Ils ne l'ont jamais fait. Alors qu'ils lui ont fait confiance, ce gars, il était vice-champion F3. Oui. Il arrive en F2, première année. C'est sa première année. Voilà, deuxième année, il est quand même vice-champion du F2. Derrière, Drogovic, qui lui aussi est pilote réserviste chez Aston Martin en attendant que Lance Stroll en ait marre de la Formule 1. Donc, comment un Pourchaire aujourd'hui, là où Sauber, plus que jamais, a un baquet, n'est toujours pas dans les plans? Je ne comprends pas. Il faut dire qu'il y a quand même un Zou qui apporte ce que Théo Pourchaire n'a pas. Oui, Pourchaire l'a dit, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Et c'est le roi en Formule 1. C'est le roi en Formule 1. Pas d'argent, pas de développement. Tu ne peux pas. On fait pas, c'est pas... ils sont pas dans l'humanitaire. On n'est pas dans l'humanitaire. Adjar, si on prend Adjar, meilleur espoir de l'académie Red Bull. Non, ça c'est clair. Moi, franchement, si je vois ni Adjar, ni Lawson en 2025, il y a un sérieux problème. Ricardo Ado, c'est bon. Tonton, va dormir. Vraiment. Je pense qu'il est quand même important qu'on rappelle le classement aujourd'hui. Oui. Pilote en Formule 2. Ouais. Pour tous ceux qui ne suivent pas la Formule 2. Ouais. Donc, Gabriel Bortoleto. On va venir tout en regarde en dernier. Il est premier aujourd'hui au championnat de Formule 2 avec 168,5 points. Oui. Isaac Adjar, que tu évoquais tout à l'heure. Deuxième avec 165 points. Sachant que Adjar était premier de loin. Il a eu beaucoup de problèmes. Exactement. On ne parle pas ici de Zell Maloney, qui est également troisième avec 135 points. Il y a quand même 30 points d'écart avec le deuxième. C'est très serré avec Paul Aron. Oui, qui lui aussi était premier au moment, mais qui enchaîne 134. de très très mauvais Grand Prix en termes de mécanique. Cinquième, Zach Crawford avec 116 points. Et puis le sixième, Kimi Antonelli avec 113. Oui. C'est quand même un vivier incroyable. Il y a un vivier incroyable. Et chacun a une histoire assez particulière. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de Gabriel Bortoleto? Gabriel Bortoleto, c'est mon chouchou. Oui. C'est mon chouchou. En fait, je l'ai découvert. Je me suis mis mon formule de promotion depuis 3 ans environ. Et Bortoleto, en fait, ce gars attendu de... J'ai dit une histoire particulière. Il n'a rien montré avant. Le gars, il fait... Allez, 5e, c'est son meilleur classement en formule régionale. C'est ça. Donc, quand il arrive en F3,
Ce n'est pas un dingue, il n'est pas dans une écurie non plus de dingue. Mhm. Et ce qui m'a choqué avec lui, c'est son intelligence de course. Ce gars, pour moi, il est fait pour la F1. Parce que les formules de promotion en F3, c'est une formule de fou. Je vais vous résumer, ce sont des fous. Imaginez, vous lâchez des loups dans une cage, vous mettez une brebis. C'est ça la F3. Tout le monde se cogne. Et ce gars, il était capable de toujours rester loin des problèmes. Et quand tout le monde a détruit ses pneus, lui, sa course, ce sont les 5 derniers tours. Les 5 derniers tours, il vous dépasse tous, il peut gagner tranquillement. Il fait exactement la même chose en F2. Il a commencé, c'était difficile au début, il a fait quelques accidents. Mais une fois qu'il a pris son rythme, c'est toujours pareil. Il construit sa course. Quand Adjar a eu tous les problèmes mécaniques, il n'a pas essayé d'aller chercher de gros résultats. Il est resté loin des problèmes. Il a ramené les points et aujourd'hui, il est leader. Donc, quand je le vois piloter, pour moi, ça me fait penser à un pilote de F1. Vraiment, dans sa manière de gestionner et de gérer tout. Pourtant, il n'a que 2 victoires face à un Adjar qui a 4 victoires aujourd'hui au championnat. C'est parce que la F1, pour moi, c'est la régularité. C'est pas briller, c'est être régulier. Oui, d'accord. Totalement d'accord. Les amis, le vivier est énorme. Énorme. Et quand on regarde dans ce vivier, on se dit, quels sont ceux qu'on peut retirer sur la grille pour ramener un peu de fraîcheur? Magnussen, lui, il est à partie. Magnussen, ok. Pour moi, j'en ai parlé, mais Hülkenberg, j'aime beaucoup Hülkenberg. Tu vois, il est très fort, mais est-ce que ce gars, sauf si le projet Audi marche, est-ce que Hülkenberg n'a pas fait ce qu'il avait à faire en F1? Je crois pas. Il a 38 ans ou 39 ans. Oui, mais on sent qu'il a encore... dans chaque nouveau projet dans lequel il arrive, il remonte quand même une certaine vivacité. Oui, je lui accorde ça. Ricardo dans ce cas. Oui, Ricardo, pour moi, c'est bon. On lui a donné sa dernière chance. Pour moi, Guan Yu Zhou, j'étais un des grands défenseurs Guan Yu Zhou en F1. J'ai beaucoup aimé son année de rookie. Oui. Mais il n'y a pas eu d'évolution. Je pense qu'il a montré ce qu'il avait à montrer. On a dit Magnussen, Ricardo, Zhou, son coéquipier Bottas, que j'aime également beaucoup, mais que en dehors de montrer son derrière, il n'apporte plus grand chose au game. N'est-ce pas un problème de motivation, tout simplement? C'est un problème de motivation, mais comme j'ai dit, il a fait le tour, il va plus jamais remonter en top team. Très bien. En fait, quand je dis est-ce qu'un pilote a fait le tour, c'est est-ce qu'il peut encore voir plus que ce qu'il en a déjà eu, tu vois. Oui. Pour moi, Bottas, il ne peut plus. Bottas, ça fait 4. Ça fait 4. Alors, j'ai un dernier qui m'est venu à l'esprit, mais que je... Pérez. Non, on ne sera pas d'accord, mais pour moi, Pérez, est-ce qu'il aurait la motivation de dégringoler encore dans une équipe de milieu du tableau? Je crois pas. Quand tu as goûté le caviar, est-ce que tu vas encore manger la pâte est-ce que tu vas manger encore la mousse de canard? Mais non. Donc, une fois que Red Bull l'aura lâché normalement fin 2025, à voir, je ne comprendrai pas encore ce que Pérez fera en Formule 1. Donc là, on est en train de dire 5 pilotes potentiels en rajoutant Pérez. Oui. 5 pilotes potentiels qu'on pourrait retirer et faire rentrer des minima ces 4-là. Moi, je ferais rentrer. Ce sont les 4 que je veux. En fait, toi, je suis qui suis-je, mais tu vois. En fait, pourquoi j'en ai cité 6? Parce que 2 ont déjà été remplacés. Les amis, vous avez donc compris, l'heure est à la jeunesse. Il est temps que ces vieux briscards quittent la Formule 1. Sauf Hamilton. Ouais. Lui, même dans 15 ans, je suis prêt. Alonso alors? Alonso, il est temps qu'il parte, vraiment. Il est temps qu'il parte. Non, il est temps. Il est temps. Pour faire rentrer ce vivier fou, plein de fougue, talentueux, un talent énorme. Et je pense que ça ferait des grands prix beaucoup plus passionnants à regarder que voir un Gasly, un Ocon se bagarrer à la 17e et 18e place. C'est ça, des histoires à raconter, des nouvelles pépites à suivre. Ben c'est ça. Et maintenant qu'on va à Singapour, les amis, oui, ce week-end, ça va être un week-end de plaisir. Singapour est quand même réputé pour avoir parfois des crashs, une safety car. Il y a parfois des trucs même. On a des pilotes trop propres, trop forts en ce moment. Russell sait quand même faire des freinages dans le mur quand même. Oui, c'est vrai. Alors on y croit. On y croit. Du coup, Singapour. Au top 3. Alors, pour poser le cadre rapidement. Ouais. Non, vas-y, donne ton top 3. Paul Lando Norris. Ouais. Je vais faire un Norris, 2 Leclerc, 3 Piastri. Le package fort appui de Red Bull ne m'a jamais convaincu. McLaren est intouchable dans le package fort appui. Vous pouvez regarder tous les grands prix à appui de la saison, ils étaient là. Leclerc, la qualification, il peut faire quelque chose. Je vois bien Piastri compléter pour le podium. Je suis d'accord avec toi, relativement d'accord avec toi. Norris en pole. Ok. Norris premier. Charles deuxième. Ouais.
Parce que je pense que la Ferrari est revenue. Oui. Ils comprennent déjà mieux la Oui, Ferrari. oui. Piastri, 3e. On a le même podium. Même podium. Les amis, il y a eu qu'un Perez parfois qui a fait un podium mais qui a gagné en 2000. Perez, il gagne en 2022. Mais la Red Bull à Singapour, de Max Verstappen surtout, Ne fonctionne pas. ne fonctionne pas. Je pense même que globalement, c'est un Grand Prix qu'il n'aime pas beaucoup, en fait. Oui. Un circuit qu'il n'aime pas. Les amis, La 2023, qualif 11e. Max Oui. est 11e en 2023 en qualif. Ouais, En course, il remonte à la 5e place. ouais. 2022, Max est 8e en qualification. Alors que Et la en Red Bull, course- sur la deuxième partie de saison, était Incroyable. incroyable. En Ouais. course, il est seulement 7e. Ok. Il gagne une place. Donc je veux dire que Norris peut reprendre 17 points là. Je dis qu'il y a une occasion incroyable pour Norris et surtout McLaren Ouais. De faire le break. de faire le break là. Ok. Donc les amis, Singapour, restez devant la télé, ça va être un très 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 beau Grand Prix. Yes. Les amis, on va arrêter cette émission qui est déjà un peu trop longue. Il y avait des choses à dire. Il y avait des choses à dire. C'était quand même un Grand Prix de déception. Ouais. Sur Canal+, je pense qu'ils ont donné 14 et demi. Ça fait partie des Ah, meilleures ils notes de sont- Grand Prix. allez, peut-être ils voulaient une victoire de Leclerc, mais on va accepter, d'accord. Est-ce Mon que mot j'ai- de fin. j'ai même plus besoin de te passer la parole. En fait, tu m'as Vas-y. fait. On passe sur un bon mot de fin parce que tu sais, je suis pour tous les agendas qui fait que Max n'est pas champion. Donc là, tu m'as mis bien. Ok. Et je vous entends en commentaire, vraiment commenter, ça nous fait plaisir toujours de discuter. Les amis, le plaisir est partagé. Alors, venez commenter. On va bien discuter. C'était Finger Pilot et Franck dans l'émission La Formule 1. On en parle. Les amis, ciao!